Nous sommes au Japon, à 20 km de la centrale de Fukushima. Et la route est barrée pour des raisons de sécurité. Seuls les liquidateurs ont le droit de passer, des hommes dont on ne voit presque plus le visage. Mais il y en a un pourtant, qui n'avance pas masqué. Il s'appelle Naoto Matsumura. Il a 53 ans et il a des images à nous montrer. Il vient juste de les tourner pour nous, au pied de la centrale. C'est le film de son étrange vie, presque irréel aussi. Car Naoto Matsumura habite toujours dans la zone irradiée. C'est le dernier homme à vivre dans ce désert de 400 km². Tout ça a été détruit par le tsunami. Là, c'est une maison au milieu de la route. La vague l'a posée là, je ne sais même pas d'où elle vient. Ah, et puis, voilà une autruche. Ça devient un parc de safari ici. Non, non, ne t'approche pas trop, s'il te plaît. Et là, c'est la rue commerçante de Tomioka, ma ville. Depuis l'accident nucléaire, tous ses voisins ont quitté le village. Il y avait 20 000 habitants ici, il y a un an. Enfin, aujourd'hui, c'est un désert. Image d'un homme seul, dans les ruines de sa vie. Elle a basculé en quelques minutes à peine, le 11 mars 2011. Ce jour-là, j'étais loin de la mer, je travaillais sur une autoroute. Je ne savais pas du tout qu'il y avait eu un tsunami. Je n'imaginais pas qu'une vague aussi grande puisse exister et qu'elle puisse atteindre la centrale. Qu'il soit le dernier habitant de la zone ou le maire d'un village quasiment englouti, qu'ils habitent un immeuble à Tokyo ou une baraque en bord de mer, sans se connaître, ils ont tous vécu les mêmes événements au même moment. Que leur a appris la vague? Que leur a-t-elle enseigné? Quelle certitude a-t-elle balayé? Aux quatre coins de l'archipel nippon, regards croisés sur le jour le plus long de l'histoire récente du Japon. Tokyo, vendredi 11 mars 2011, il est 14h46. Pendant 3 minutes, des centaines de vidéastes de la capitale nippone enregistrent au même moment ces images incroyables du séisme le plus fort jamais enregistré au Japon. On y voit la puissance de ce tremblement de terre, mais aussi le calme étonnant de ceux qui le filment. Ici, à peine une parole. À Ginza, dans le quartier des affaires, d'autres images étonnantes. Des tours immenses se balancent, tandis que les employés les observent, dans le calme, presque habitués. Ce n'est pas un puissant séisme qui peut effrayer les Japonais. Non, ce jour-là, c'est une vague qui va balayer leur certitude. Une vague immense que ce vieil homme, Suzumu Sugawara, a été un des premiers à voir. Je n'en avais jamais vu, alors je me suis dit, c'est ça un tsunami? Ce jour-là, le vieux marin était chez lui, à Oshima, une petite île de l'archipel du Japon. À 67 ans, il est allé défier le tsunami en pleine mer. Il voulait sauver son bateau, le seul moyen de ravitaillement du village.
Le tsunami était haut comme une montagne. Et derrière moi, il y avait une énorme houle. À un moment, je ne pouvais plus ni avancer, ni reculer. Alors j'ai voulu tout abandonner. Voici une vidéo des gardes-côtes qui se trouvaient eux aussi face à la vague, au même moment. J'ai parlé à mon bateau, je lui ai dit c'en est fini pour moi, merci pour tes services. Sauve-toi maintenant, pour moi c'est foutu. Et puis la vague est arrivée. Le bateau est monté comme ça. Et on s'est retrouvé tout en haut de la vague. Et à la fin, on était à la verticale. Et à ce moment-là, bam, j'ai traversé. Et puis là, j'ai fermé les yeux. Et quand je les ai rouverts, ça y est, j'étais passé de l'autre côté. Mais au moment où le vieux marin atteint miraculeusement les eaux calmes du Pacifique, la vague, elle, déferle sur les côtes japonaises. Je vois le tsunami, le grand tsunami qui arrive. La deuxième, la troisième vague. Regardez ces vagues blanches. Elles arrivent vers nous. Le tsunami arrive sur les côtes. La voilà 10 minutes à peine après le séisme, dans les villages les plus proches de l'épicentre. La vague noire va s'enfoncer jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres, dévastant le littoral japonais sur plus de 280 km. Ceux qui échappent à la vague ont eu le temps de fuir vers les points les plus hauts, comme Shinichi Sato. Ça faisait un bruit énorme. Les maisons craquaient. Et puis il y avait des explosions de bouteilles de gaz. Sur la vague, il y avait des incendies. Et tout ça avançait jusque-là, jusqu'en bas. Sur la même colline que lui, ce jour-là, il y a aussi des vidéastes amateurs. Je photographiais d'ici en direction de la mairie. Et en zoomant, j'ai vu qu'il y avait une trentaine de personnes sur le toit. Alors j'ai continué à faire des photos en rafale. Ces photos restent un témoignage unique de la puissance de la vague face aux habitants du village. Plus tard, j'ai montré ces images au maire du village. Lui aussi était sur le toit. En voyant mes photos, il s'est rendu compte qu'il avait été complètement submergé par cette vague. Il ne s'en souvenait plus. Oui, c'est bien moi. J'étais là. Jin Sato est le maire de ce village de pêcheurs
quasiment rayée de la carte aujourd'hui. Aujourd'hui, je me dis que nous les hommes, nous sommes prétentieux. En réalité, on ne peut pas imaginer la puissance de la nature. Je suis allé sur le toit de la mairie pour voir le tsunami. Ce n'était pas pour me réfugier, mais pour voir la vague. Ce bâtiment, il fait 13 mètres de haut. Et l'alerte officielle parlait d'un tsunami de 6 mètres. Donc tout le monde se croyait en sécurité. Mais ce tsunami était beaucoup plus grand que prévu. Il faisait au moins 16 mètres quand il est arrivé sur nous. Sur ce cliché, on voit bien que la vague a submergé en quelques secondes les dizaines de personnes qui se trouvaient sur le toit. Presque tous vont être emportés. Moi, je pensais que la vague nous était arrivée jusque-là, ou qu'elle était passée à côté. Je ne sais pas. En fait, je ne pensais qu'à une chose, ne pas lâcher la rampe d'escalier pour ne pas mourir. Lorsque la vague s'est retirée, je n'ai pas pu croire ce qu'il y avait devant mes yeux. Il neigeait, on était trempés. Et on n'était que 10 survivants, ceux qui ont eu de la chance. On a trouvé un briquet qui marchait encore et on a fait un feu. On voulait avoir un peu de chaleur jusqu'au matin. Les médecins nous ont dit plus tard que ce briquet nous avait sauvé la vie. On aurait pu mourir de froid. À Minami Sanriku, 10 000 personnes sont mortes ce jour-là noyées. Ils étaient 18 000 habitants avant le tsunami. C'est un des villages les plus meurtris du pays. Quelles images garderez-vous de ce moment? Je ne me souviens pas de ma vie d'avant le 11 mars. Ma mémoire se brouille. Je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé avant ce jour-là. Si la vague a balayé des souvenirs, elle a en revanche laissé son empreinte dans la mémoire de certains. Tadashi Okubo habite Tokyo. Il est photographe pour le journal Yomiuri Shimbun et se souvient parfaitement de ce moment-là. Le 11 mars, j'étais chez moi. J'ai vu le tsunami en direct à la télévision. Alors j'ai couru directement au bureau. J'ai demandé à mon chef de partir tout de suite dans la région sinistrée. Arrivé là-bas, il y avait beaucoup de monde, des voitures, l'armée venue en renfort. Je voyais des hélicoptères. C'était difficile à croire. On aurait dit un champ de bataille. Est-ce que vous êtes là? J'ai 70 ans. Je suis venue là car j'espère les trouver. Et vous cherchez qui? Je cherche mes neveux, les enfants de ma sœur. Elle ne peut pas venir, c'est pour ça que je viens pour elle. Leur maison était là. C'est ici, dans ce chaos, au milieu des gravats,
que Tadashi Okubo va prendre sa première photo. Une jeune femme perdue qui deviendra l'icône du tsunami. C'est elle, la première personne qui a capté mon regard. C'est comme si pour elle, à cet instant, le temps s'était littéralement arrêté. Elle ne bougeait plus et elle avait ce regard fixé au loin. Elle s'appelle Yuko Sugimoto. Elle a 28 ans. Elle cherchait son fils désespérément. Je ne comprenais plus ce qui se passait. Je pensais à mon fils, Raito. Je ne savais pas où il était. Ce n'était pas de la peur. Je ne pouvais même pas penser. Non, c'était de la stupeur. À ce moment-là, le néant m'avait envahie tout entière. Yuko a finalement retrouvé son fils Raito, après 3 jours de recherche avec son mari. Il a été sauvé avec d'autres enfants de sa classe de maternelle. Ici, on les voit réfugiés sur le toit de l'école. Et le voilà lui, avec son bonnet jaune sur le canot de sauvetage. Mais dans cette école voisine, ce jour-là, 74 enfants sont morts, noyés par la vague. Il y a des moments où le tsunami revient, déferle dans mon esprit parfois. Mais je reprends pied. J'essaie de reprendre une vie normale. Pour moi, aujourd'hui, c'est comme si c'était un mauvais rêve. Comme si ça n'était pas vraiment arrivé, je ne sais pas. Mais je ne pourrai jamais oublier. De cette vague, il reste finalement plus d'émotions que d'images. Comme beaucoup de photographes au Japon, Tadashi Okubo a été incapable de prendre certains clichés, trop bouleversants pour lui. Je me souviens d'une petite fille aux yeux emplis de larmes. C'était dans une sorte de morgue, improvisée dans un gymnase. Je n'ai jamais vu un visage aussi triste de ma vie. Elle s'est tournée vers moi et a crié « Ma grande sœur est morte ». J'ai hésité. Je n'ai pas réussi à prendre cette photo. Je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais c'est pourtant ce regard dont je me souviens le plus. Et c'est cette image qui me hante encore aujourd'hui. Dans les yeux de Tadashi, il y a sans doute des centaines de visages et d'histoires dont il ne parle pas. Le Japon compte aujourd'hui plus de 23 000 disparus. 90% d'entre eux ont été emportés par la vague. Il y a pourtant une image que personne n'oubliera, celle de la catastrophe nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi. Des explosions dont le son n'a jamais été capté, mais qui continuent à hanter ceux qui n'étaient pas loin. Ça a fait un énorme bruit. J'étais avec des gens qui travaillent à la centrale nucléaire. Il y en a un qui a dit « Non, ça ne peut pas venir de là-bas ». Moi, j'ai dit « Ah bon ? Qu'est-ce que c'est alors ? Il n'y a rien d'autre là-bas. » Et puis tout le monde est parti. Le gouvernement a ordonné une évacuation de la zone parce que c'était dangereux. En fait, tous ceux qui ne voulaient pas mourir ont fui. Je suis allé dans ma famille, mais ils ont refusé de m'héberger. Ils avaient peur des radiations. Il y avait des enfants. Alors je suis rentré chez moi. Je ne veux pas être un réfugié.
Cet exode nucléaire a laissé des pages de vie entières, inachevées. Des élevages, des fermes, tout un monde figé et filmé pour nous par Naoto dans la zone irradiée. Environ 60 vaches sont mortes dans cette ferme. Elles sont mortes de faim. Je ne pourrai jamais oublier ces images. Depuis un an, il s'est donné pour mission de nourrir les animaux égarés de la zone. Allez, allez. Non, ça c'est de la caméra, n'approche pas. Et voilà, ça y est. Je suis cerné par les vaches. Certains de ses voisins lui ont laissé les clés en partant et leur chat dont il faut s'occuper. Allez, dépêche-toi. Viens manger. Non, toi le cochon c'est plus tard. 2, 4, 5. Ah, il en manque un. Ah, le voilà. Lui se nourrit de riz contaminé On me voit bien là? et de boîtes de conserve. Ça, c'est une boîte de maquereaux. Naoto en veut beaucoup aux autorités. Depuis les événements, j'ai pris conscience de certaines choses. Avant, je croyais à la sécurité de la centrale, mais en réalité, c'était du lavage de cerveau. On nous a tous lavé le cerveau pendant 30 ou 40 ans. Tout ce que dit TEPCO ou les autorités sur ce sujet, c'est des mensonges. Plus personne ne les croit ici. On ne peut même pas savoir combien de fuites radioactives il y a eu. Même lorsqu'il y avait des fuites, ils nous disaient « C'est bon, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune conséquence sur la santé. » Comme si la vague avait fissuré l'un des socles de la société nippone, la confiance dans les autorités. Voilà, c'est ainsi que finit mon reportage. Pourquoi TEPCO, l'entreprise gestionnaire de la centrale, a-t-elle si peu communiqué sur ces événements? Nous avons rendez-vous au siège de l'entreprise. Après des semaines de négociations, Yoshimi Itosugi, le responsable de la communication du groupe, accepte enfin de nous parler pour la première fois. Un rapport vient de sortir avec les témoignages des employés présents ce jour-là. Nous présentons nos excuses aux habitants de Fukushima, à tous les Japonais et enfin au monde entier pour cet accident nucléaire. La grande majorité du site de Fukushima Daiichi a été inondée par le tsunami. La situation la plus grave concernait nos générateurs électriques. Ils ont été submergés et ils ne fonctionnaient plus. Donc nos ouvriers ont dû travailler dans l'obscurité totale et avec des taux très élevés de radioactivité. Pourquoi les Japonais ont-ils le sentiment que vous ne leur avez pas tout dit lors de cette crise? Bon, vous savez, après l'accident, nous étions débordés. Les communications entre la centrale et le siège de l'entreprise étaient très difficiles. Nous avions peu d'éléments pour analyser la situation. Et c'est pour cela que le public a manqué d'informations. Dans sa carrière d'ambassadeur, Philippe Faure a connu l'histoire que les hommes font et celle qu'ils sont bien obligés de subir. Il était en poste à Tokyo durant ces nuits d'incertitude, sans aucune information sur la situation à l'intérieur de la centrale.
Nous avons eu peur, hein, surtout 48 heures. Après la première explosion, la deuxième explosion, nous ne savions pas trop dans ce qui allait se passer. À la centrale nucléaire, la situation se dégrade. 3 réacteurs ont fondu. On a détecté des fuites sur un 4e. Un nuage radioactif s'échappe et se disperse dans l'atmosphère. Le sort de Tokyo et sa région ne tient plus qu'à un fil, la direction des vents. À l'ambassade, on se calfeutre en attendant. Les projections météo avec l'évolution du vent montrent qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Aujourd'hui, tenant compte du vent. Tout a été envisagé. L'ancien Premier ministre, M. Kan, a analysé très sérieusement l'évacuation de la ville de Tokyo, c'est-à-dire 30 millions de personnes à 200 km de Fukushima. Des très grands savants du genre prix Nobel, côté français, qui, à plusieurs reprises quand même, ont donné des coups de téléphone en disant de donner l'ordre d'évacuer la communauté française. Ah oui. Ça va tourner très mal. Allez-y, prenez votre courage à deux mains et allez-vous-en. Selon Philippe Faure, TEPCO a joué avec le feu en retardant au maximum le moment de refroidir la centrale avec l'eau de mer. Car l'eau salée rouille les réacteurs et condamne l'ensemble du matériel. TEPCO a été, tout le monde le reconnaît, mais je crois que c'est vrai, franchement assez faible. Je crois que cet ensemble de réacteurs, il y en a pour des milliards d'euros, hein, dans toute cette zone qui a été exposée et très atteinte. Et donc je crois qu'ils ont raisonné tout autant en termes économiques qu'en termes de sécurité. Ils ont pensé sans doute que, comme dans l'apprenti sorcier, ils arriveraient à gérer la question de la sécurité tout en gardant un peu de l'outil de travail. Finalement, tout ça les a dépassés. La catastrophe nucléaire a provoqué le déplacement de près de 100 000 personnes dans la région de Fukushima, auxquelles il faut ajouter les 200 000 déplacés du tsunami. Autant de vies détruites que le Japon va devoir reconstruire. Mais comment faire? La vague a-t-elle vraiment tout emporté avec elle? Quelques jours après le tsunami, Soka Nobara, un jeune moine zen, a parcouru quasiment pieds nus tous les villages sinistrés, croisant des centaines de personnes et de destins abîmés. C'est une épreuve très dure qu'il a fallu porter sur nos épaules. Avant, les gens étaient tournés vers une conception matérielle de la vie. Avoir de l'argent, par exemple. Mais ils ont changé. Comme si, dans cette épreuve, ils avaient trouvé une forme de profondeur, de vérité. Ce que signifie la vie, être en vie, le tsunami nous l'a enseigné. Retour sur l'île d'Oshima. Grâce à Suzumu et à son bateau, le village continue à vivre. Depuis 1 an, le vieux marin transporte gratuitement les hommes et les marchandises pour reconstruire son île. Et il ne compte pas changer de vie. Avant de sortir en mer, je regarde la météo, si le vent est trop fort ou pas, comme j'ai toujours fait. Je ne peux pas aller contre la nature. C'est elle la plus forte. Après avoir longuement hésité, Jin a repris son fauteuil de mer dans un préfabriqué. Avec sa nouvelle équipe, il repart de zéro et réfléchit à la reconstruction de son village pour tous les déplacés.
Le plus important, c'est de protéger la vie. Après ce tsunami, nous avons décidé de reconstruire notre ville, mais plus haut, pour que ce drame ne se reproduise pas. Malgré ses angoisses, Yuko, elle, reviendra habiter dans sa maison, en bord de mer, pour de simples raisons financières. Même si je voulais aller ailleurs, je ne pourrais pas. J'ai encore 31 ans de crédit sur cette maison. Changer n'est pas possible. Si je voulais la vendre, personne n'achèterait une maison qui a été prise dans le tsunami. Je ne veux plus vivre ici. Mais je n'ai pas le choix. Naoto n'a pas l'intention de quitter la zone irradiée. Il veut être, à sa manière, le visage et la voix de ce qu'il s'est passé. Ici, au Japon, c'est très difficile de parler, mais je suis un témoin vivant. Je veux témoigner pour le monde entier. Au Japon ou ailleurs, il y a des hommes dont le destin croise l'histoire au même moment, sans le savoir. On les appelle les grands témoins. Parmi eux, certains aujourd'hui ont changé leur regard sur le monde, comme si la vague leur avait tracé un autre chemin.